On a tous, un jour ou l'autre, fait un voyage. Mais le raconter, ça c'est une toute autre affaire. Comment est-ce qu'on transforme une expérience, des sensations en mots? Eh bien, la littérature de voyage, c'est bien plus qu'un simple carnet de route. C'est un véritable art, l'art de la rencontre. On va voir ensemble comment cet art a évolué de l'Antiquité jusqu'à nos jours. La vraie question, elle est là. Finalement, prendre un billet, partir, c'est la partie facile. Mais après, comment on fait pour capturer l'ambiance d'une ville, l'émotion d'une rencontre inattendue? Comment mettre des mots sur ce qui nous a transformés de l'intérieur? C'est tout le défi du récit de voyage. Alors, c'est quoi le cœur de ce genre littéraire? C'est cette dynamique, cette rencontre fondamentale entre un moi, celui qui observe, et un autre, celui qui est observé. Il faut bien comprendre que le voyage, ce n'est jamais juste un décor, c'est un miroir. Et c'est justement dans ce reflet entre deux mondes, entre soi et l'autre, que le vrai récit prend vie. Pour bien saisir cette évolution, on va suivre un petit itinéraire. On part de l'Antiquité, une époque où voyager c'est avant tout une épreuve. Puis on fera un bond jusqu'à la Renaissance avec la découverte de l'autre. Après ça, direction le romantisme, où le voyage devient une quête intérieure, avant de conclure avec la modernité et sa crise de sens. Allez, en route pour le premier arrêt. Nous voilà donc dans le monde antique. Et là, il faut bien se mettre en tête que voyager, c'est rarement pour le plaisir. Non, c'est une épreuve, souvent envoyée par les dieux. Ou alors une nécessité militaire, une errance forcée. Bref, on ne part pas en vacances. À cette période, on voit déjà deux grandes visions du voyage qui s'affrontent. D'un côté, on a la figure d'Ulysse. Son but, ce n'est pas de découvrir le monde, pas du tout. C'est de rentrer chez lui, à Ithaque. Le voyage est un obstacle, une épreuve qui met son identité à rude épreuve. Et de l'autre côté, on a une approche complètement différente, celle d'Hérodote. Lui, sa mission, c'est d'observer et de décrire les coutumes des barbares. On assiste en quelque sorte à la naissance de l'ethnographie. On avance de plusieurs siècles pour arriver à la Renaissance, et là, l'horizon s'élargit de façon spectaculaire. Le voyage n'est plus seulement une question de pèlerinage ou de retour au bercail, non, ça devient une affaire de conquête. C'est l'ère de la découverte de l'autre, avec de gros guillemets. Le grand basculement, le moment qui change toutes les règles du jeu, c'est la découverte de l'Amérique. C'est un choc immense, un choc qui va complètement redéfinir la vision du monde des Européens. Après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Cette rencontre, souvent brutale, avec une altérité radicale, fait exploser toutes les certitudes de l'époque. Et c'est là qu'arrive Montaigne, avec une pensée, mais d'une modernité folle. Il nous dit en gros, on traite de barbares ce qui est simplement différent de nos propres habitudes. C'est absolument révolutionnaire pour son temps. Il ne se contente pas de décrire l'autre, il retourne le miroir vers sa propre société, il questionne sa prétendue supériorité, le regard critique est né. On change à nouveau complètement de décor avec le 19e siècle et le romantisme. Là, le voyage n'est plus tant une exploration scientifique du monde extérieur, non. Il devient une exploration des profondeurs de l'âme de l'écrivain. On peut opposer deux regards. D'un côté, celui des Lumières, incarné par des explorateurs comme James Cook. Son but est scientifique, objectif, cartographié, mesuré, classifié. Le paysage, pour lui, c'est une donnée, une information à enregistrer. Et de l'autre, on a le regard romantique, celui de Chateaubriand. Pour lui, le paysage n'est qu'un prétexte à l'introspection, un moyen d'exprimer sa mélancolie. Le monde extérieur devient le simple reflet de son état d'âme. Et nous voilà au XXe siècle. Un siècle de rupture, de chaos, de guerre mondiale. Forcément, la nature même du voyage est remise en question. Le récit de voyage entre dans une véritable crise de sens, une crise existentielle. Deux chemins radicalement opposés vont alors se dessiner. D'une part, on a quelqu'un comme Nicolas Bouvier qui va redéfinir le genre. Pour lui, le voyage est un exercice de disparition. L'écrivain voyageur doit s'effacer, se faire humble pour que le monde puisse passer à travers lui. Et à l'extrême opposé, on a Céline. Chez lui, le voyage est une fuite en avant, le reflet d'une humanité en pleine décomposition, une errance douloureuse et traumatique. Bon, et aujourd'hui alors ? À notre époque, celle de la saturation numérique, de Google Earth, d'Instagram, dans un monde où tout semble avoir déjà été vu, photographié, partagé, que reste-t-il à écrire ? La grande quête du voyageur contemporain, c'est peut-être celle de l'authenticité. Les défis ont changé, c'est certain. Comment écrire face à ce déluge d'images, face au tourisme de masse qui standardise tout ? L'écriture de voyage cherche de nouvelles pistes. La quête de la lenteur, par exemple, la solitude, la recherche des dernières marges, des dernières zones blanches sur la carte. En bref, comment retrouver une expérience réelle, authentique, dans un monde qui ressemble de plus en plus à un simulacre ? Finalement, en conclusion, on voit bien à quel point le sens même du voyage a profondément évolué au fil des siècles. Qu'on cherche Dieu, l'or, de nouvelles terres, ou qu'on cherche simplement à se perdre, le voyageur écrivain, lui, a toujours tenté de donner un sens à son déplacement. Il y a cette phrase attribuée à Hermann von Keyserling qui dit que
Le plus court chemin vers soi-même fait toujours le tour du monde. Et c'est peut-être ça l'idée centrale. Au fond, peu importe l'époque ou le lieu, la destination ultime de tous ces voyages, de tous ces récits, c'est peut-être la découverte de soi-même. Tout ça nous laisse avec une question ouverte, une sorte d'invitation. Après avoir traversé les âges, les motivations, les styles, on peut se demander ce que l'avenir réserve à ce genre littéraire.